clé est circuit court, produire et vendre localement. Dans quelle mesure ça représente une solution pour les territoires et ce territoire précisément du Brionnais dans lequel nous sommes et auquel pour la majorité certainement vous appartenez. Je vais donner la parole tout de suite pour se présenter brièvement à chacun des intervenants et puis ensuite on écoutera ce qu'ils ont les uns et les autres à nous dire. Bonjour, Françoise Morizot-Brault, je suis directrice du CERN, Centre d'études et de ressources sur la diversification. Alors, un sigle de plus dans notre monde agricole. Pour présenter une structure qui a été créée en 1990, et j'insiste sur ce 1990, créée à l'initiative d'agriculteurs en circuit court à l'époque, et qui sont allés solliciter les chambres d'agriculture de Bourgogne pour créer l'organisme qui, la vision de ces agriculteurs qui faisaient de la transformation, de la vente, c'était de les accompagner notamment sur ces phases de transformation et de commercialisation. Donc nous sommes connus pour nos références en matière de circuits courts. Nous avons travaillé depuis cette époque sur l'élaboration de références et sur un référentiel régional qui s'appelle, alors j'ai amené, excusez-moi parce que le papier est lourd et il y a très peu de papier maintenant, qui s'appelle Diversifié, qui rassemble 75 fiches et qui est élaboré avec le réseau des chambres d'agriculture. En fait, il rassemble beaucoup de partenaires qui travaillent ensemble à l'élaboration de ce document. Voilà, je le mets à disposition. Merci, c'est aussi gros que le Code du travail. Oui, voilà. Jean-Claude Brunet, je vous laisse vous présenter en un instant. Oui, donc, bonjour à tout le monde. Jean-Claude Brunet de la DRAF, alors c'est la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. Et en fait, c'est l'échelon régional du ministère qui s'appelle maintenant de l'Agriculture et de l'Alimentation. On était ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, et nous sommes rebaptisés ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, donc nous sommes au cœur du sujet. Et en ce qui me concerne, je m'occupe plus particulièrement de la politique nationale pour l'alimentation, qui se traduit dans le programme national pour l'alimentation avec des actions concrètes, mais j'en parlerai au cours de la présentation. Merci. Et alors un petit mot de présentation aux deux personnes qui sont là au titre de Terre d'Envie. Bonjour à tous, Karine Montet, coordinatrice du réseau des magasins de producteurs sur la région Rhône-Alpes, réseau qui s'appelle Terre d'Envie. Alors moi je fais partie du réseau Terre d'Envie, Étienne Vernou, agriculteur, producteur de pain, donc paysan boulanger pour ceux que ça intéresse. Et voilà, on verra tout à l'heure ce que j'aurai à dire. Vous êtes dans quelle partie de la région Rhône-Alpes vous-même? Nord de l'Ain. Au nord de l'Ain, très bien. Voilà, mais sans plus attendre, Françoise Morizot-Brault, on vous écoute. Donc j'avais préparé quelques diapositives, comme support de mes propos. Alors peut-être passer un petit peu rapidement, c'était sur des diapositives plus de présentation, qui expliquent notre travail sur l'élaboration de références. Alors références ou repères, l'idée c'est qu'effectivement nos porteurs de projets, quand ils s'installent, et un certain nombre puissent se repérer un petit peu dans l'empilement des réglementations. C'est toute la partie blanche de notre document, parce que c'est pas très simple, il y a des activités sur lesquelles il y a beaucoup de réglementations. On peut espérer aussi, sur lequel on essaie de jouer, de faire évoluer avec plus de flexibilité, d'adaptation pour les petites activités. Voilà, donc on a aussi beaucoup travaillé sur la consommation des produits fermiers, qui est la diapositive suivante. Donc on m'a demandé de parler effectivement de cette question de la consommation, parce que c'est effectivement le consommateur, à l'évolution de la société qui a fait évoluer et puis faire prendre toute l'importance qu'il y a actuellement sur nos circuits courts. Alors c'est une tendance lourde de la consommation, c'est un phénomène de société, c'est clair, on le voit encore. Là je lisais ce matin un article qui dit que même les marques distributeurs sont en train de revenir, de faire un grand pas en arrière en mettant en avant le manger local, le manger bio et voilà, le manger mieux et sain. Effectivement, notre consommateur, il a pas que les prix, il a aussi, pour une partie, la qualité et puis l'origine de ces produits. Alors, une petite diapositive pour montrer, parce que je me suis appuyée sur un ensemble d'études. Alors, malheureusement, on n'a pas des études sur la consommation tous les ans sur nos produits. J'ai pris différentes études, pas toujours très comparables, parce qu'elles ne sont pas réalisées selon les mêmes méthodes.
On avait donc des études qui avaient été réalisées, oui, dès 1989, par quelqu'un de l'INRA de Toulouse, qui s'appelait Bertil Sivander, sur le marché de l'agroalimentaire paysan. Il a fait une étude en 1989 et une étude en 1994. Voilà, nous avons pris le relais de ce travail-là en 2006-2007 au niveau national, avec aussi dans notre travail ce chercheur de l'INRA de Toulouse. Et donc pour démontrer que, ben oui, cette consommation, elle était en plein mouvement. Pour moi, il y a une évolution un petit peu nette dans la consommation à partir des années 2000, où il y a eu effectivement ce mouvement sociétal qu'on a vu apparaître important, où le consommateur retourne vers des formes type notamment AMAP. Voilà. Donc, alors, je l'ai comparé parce que depuis, on n'a pas, avec l'étude qui a été faite par Ipsos pour Bienvenue à la ferme en 2014, et là, on est sur 80% de consommateurs qui mangent du local. On n'utilise pas les mêmes vocables parce que nous, on avait utilisé le terme fermier en 2006-2007, parce que local, ben oui, on n'a pas toujours que des produits, pour moi, de qualité dans du local. Et de quoi parle-t-on, quoi? Un produit bio, produit de qualité, produits locaux. Donc on est sur voilà, des termes parfois un petit peu larges. Et on le revoit actuellement même avec vous savez, la marque qui est le patron, là, qui fait une espèce de buzz là, depuis le début de l'année, où c'est le consommateur en fait, qui définit un cahier des charges. Un cahier des charges parfois qui tire quand même un petit peu par le bas la qualité des produits. Il faut aussi le dire. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce phénomène de consommation? Une consommation importante, 20%, je vous dis 40% derrière ça, qui en achètent régulièrement. Ça veut dire régulièrement, c'est au moins une fois par mois, voire une fois par semaine actuellement. Et puis, qu'est-ce que ça cache? Ça cache aussi voilà, une gamme très large actuellement. Moi, le phénomène important, on me dit qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? Ce qui s'est passé surtout depuis 5 ans, c'est une énorme capacité des producteurs à offrir une gamme de plus en plus large et qui répond aux besoins du consommateur. Et on le voit sur toutes les familles. Alors, je vais vous prendre, parce qu'on est quand même dans le pays du Charolais, l'histoire, pour moi, de la caissette de viande. Dans les années 90, on avait des agriculteurs, vous allez rire, effectivement, qui faisaient des caissettes de 20 kilos. 20 kilos vendues aux consommateurs. Vous imaginez bon, alors si vous avez un petit congélateur, comment vous pouvez mettre 20 kilos dans votre congélateur. Voilà, et maintenant, on arrive à des agriculteurs qui transforment ces morceaux à bouillir. On ne met plus du pot-au-feu dans une caissette, même de 5 kilos ou de 10 kilos. On le transforme, on fait de la préparation de viande hachée, on fait des saucisses, des merguez, des terrines, du bœuf séché, voilà, et donc de plus en plus de services. On a des agriculteurs donc, qui ont eu la capacité à s'adapter effectivement à la demande des consommateurs pour proposer des gammes de plus en plus larges. Et depuis 5 ans, ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de produits végétaux transformés, alors les huiles, les légumes, voilà, des gammes je vous dis, larges qui répondent pleinement aux attentes, avec des consommateurs, du coup, vous voyez, le panier moyen acheté de produits locaux qui augmente. Voilà, sur ces questions un petit peu de consommation. Bien sûr, il y a une modification pour moi des lieux d'achat, moins d'achat, bien sûr, à la ferme. C'était très traditionnel en Bourgogne. Ce qu'on avait montré en 2006-2007, c'est que l'achat à la ferme était quand même bien ancré en Bourgogne, mais bien sûr avec un développement des circuits. Alors, le marché est un circuit très traditionnel des produits locaux, mais surtout un développement là, de l'offre aussi donc sur d'autres formes. Alors, la grande surface, les produits sont très très présents aussi bien sûr en grande surface. Vous faites n'importe quel relevé de l'offre. Dans les grandes surfaces de Bourgogne, vous trouvez au moins des fromages, du miel, maintenant des volailles, de la viande. Voilà, la gamme, la grande surface, et notamment les enseignes indépendantes, ont intégré beaucoup de produits locaux. Voilà, alors après, des circuits, plein de formes de circuits. Il y a une multiplication de l'offre sur plein de circuits. Alors ça va du système panier, à de la vente même en réunion, type tupperware. Voilà, on a des formes diverses et variées, avec des agriculteurs aussi qui s'organisent pour aller jusqu'au consommateur, avec des formes, voilà, Ruche qui dit oui, des agriculteurs qui montent vers les pôles urbains, de nos zones rurales, qui montent vers les pôles urbains, vers Paris, vers Lyon, pour s'organiser pour offrir des produits. Voilà, donc j'ai remis la diapositive, oui voilà, celle suivante, sur c'est toujours issu de l'étude du PSOS et qui montre le lieu d'achat de ces produits locaux, avec la grande surface bien sûr très présente. Voilà, alors,
Sur l'offre, quels sont les chiffres dont on dispose sur l'offre? Ils sont un petit peu imprécis parce que le recensement agricole, il date maintenant de 2010, il y a 7 ans. Qu'on peut difficilement comparer les résultats du recensement en 2010 par rapport à 2000 parce que les questions sur les circuits courts n'étaient pas présentes dans le recensement agricole de 2000. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne posait pas? Parce qu'entre 2000 et 2010, il y a le plan de développement des circuits courts avec un ministre, qui est M. Barnier, qui a mis au cœur de la politique, effectivement, les circuits courts. C'est dans ces années-là, 2007-2008, qu'on a eu un tournant aussi sur le plan politique par rapport au circuit court. Alors j'espère que dans le prochain recensement, on va maintenir nos questions. Là, on est en train, au niveau national, de dire qu'il faut maintenir nos questions sur les circuits courts pour regarder aussi, et peut-être d'en mettre un petit peu plus dans ce recensement agricole. Voilà, donc nos données sur la Bourgogne, on a un nombre d'exploitations concernées de petit peu plus de 4000. Néanmoins, il y a effectivement beaucoup orienté vers la viticulture. Alors si on reprend nos fichiers donc Chambre d'agriculture et CERD, on est à plus de 1000 exploitations tournées vers les circuits courts. Vous allez me dire quel est le décalage si on prend 2000 exploitations et 1000. Alors dans le recensement aussi, il y a des exploitations qui ne sont pas professionnelles, qui sont prises en compte voilà, sur certaines activités. En apiculture, c'est beaucoup d'apiculteurs, mais très peu de gens en fait qui en vivent réellement dans le recensement. Voilà, et si on prend la Saône-et-Loire, ça fait plus de 500 exploitations, et sur le Charolais-Brionnais, on a fait une petite extraction, on était à 150 exploitations. Bon, alors après, c'est des chiffres un peu à minima, bien sûr, on sait que dans nos fichiers, on n'a pas tous les agriculteurs en circuit court, bien sûr. C'est parce que... alors vous allez me dire, mais pourquoi vous n'avez pas de données exhaustives? Il n'y a pas de fichiers, alors bien sûr en dehors de celui du CFE, de Centre de formalité des entreprises, mais qui n'est pas disponible, voilà, qui n'est pas disponible pour les organismes. Voilà, alors j'ai repris des données de la DRAF et de vos services des DDPP pour savoir combien on avait d'outils de transformation. Et donc on a plus de 700 exploitations avec des outils de transformation à la ferme ou en dehors de la ferme, donc c'est sur la Bourgogne, dont 182 en agrément ou en dérogation à l'agrément. Alors ça c'est pour effectivement les denrées animales, c'est des questions de statut sanitaire. L'agrément permet de vendre sur tous les circuits, et la dérogation à l'obligation d'agrément permet de vendre aux détaillants dans un périmètre de 80 km. Peut être porté à 200 km par arrêté préfectoral. Voilà, et donc en Saône-et-Loire, c'est le département de Bourgogne où on a le plus d'ateliers. C'est aussi parce qu'on a le plus d'agriculteurs, bien sûr, par rapport aux 3 autres départements de Bourgogne. Et on a 372 exploitations et 93 en agrément ou dérogation à l'agrément. Alors après, je ne sais pas précisément combien il y en a sur le Charolais-Brionnais. Je n'ai pas pu avoir la donnée. Voilà, alors il faut savoir, vous allez me dire, il y a peu d'ateliers collectifs, mais on a aussi beaucoup d'agriculteurs individuels qui louent leur laboratoire pour d'autres agriculteurs qui viennent transformer dans leurs locaux. Et la réglementation a bien évolué. Voilà, on a maintenant une note de service qui permet, parce qu'avant il fallait forcément être en agrément pour les denrées animales, pour pouvoir faire de la prestation pour d'autres agriculteurs. Maintenant, donc depuis l'été dernier, on a une note de service qui permet de ne pas être en agrément dans le cadre des ateliers collectifs. Voilà, et alors on a aussi un certain nombre de prestataires d'ateliers, donc qui ne sont pas des agriculteurs et qui proposent de l'abattage, bien sûr, de la découpe et de la transformation aux agriculteurs. On en a une trentaine en Bourgogne et puis donc 19 en Saône-et-Loire. Voilà, des outils, alors des outils indispensables aux agriculteurs, vous voyez bien sûr pour abattre les animaux, l'abattage, la découpe et puis la transformation dont je vous parlais tout à l'heure, pour faire de la préparation de viande, pour faire de la stérilisation, pour faire voilà, tous ces produits, il va falloir des outils. Et sans abattoir, on n'a pas de circuit court. C'est le maillage et si on n'a pas un bon maillage sur le territoire, il n'y aura plus de circuit court, ça c'est clair. Donc c'est important, ces outils. Merci. Alors on se rapproche encore plus du terrain et des acteurs producteurs, avec les 2 interventions de Terre d'Envie. Vous prenez la parole en premier, plus globalement, et puis ensuite on vous écoutera, Étienne, avec votre témoignage
Alors, comme je vous l'expliquais en introduction, Terre d'Envie est un réseau de magasins de producteurs. Alors, des magasins de producteurs, on va dire, un peu particuliers, puisque nous, on les appelle des points de vente collectifs. Donc, le concept défendu par le réseau Terre d'Envie, c'est un regroupement de producteurs pour un regroupement de produits fermiers. Donc, différents agriculteurs qui se regroupent en un même lieu pour commercialiser ensemble leurs produits et gérer ensemble ce magasin. Et les magasins de producteurs du réseau Terre d'Envie sont engagés sur 3 principes. Pas d'achat-revente sur le point de vente, c'est-à-dire que les produits qui sont commercialisés dans le magasin sont uniquement des produits qui viennent des membres du magasin. Pas d'achat-revente sur les fermes pour les produits vendus au point de vente. Donc ça veut dire que les produits commercialisés dans le magasin sont uniquement des produits issus de la production et de la transformation sur les fermes. Et présence du producteur à la vente. Donc vous parliez de rapprocher les producteurs des consommateurs. Dans un point de vente collectif, les producteurs sont directement en contact avec les consommateurs. Ils se relaient à tour de rôle pour tenir ce qu'on appelle des permanences de vente et ils assurent eux-mêmes la vente de leurs produits aux consommateurs. Voilà. Actuellement, cette démarche et ces 3 engagements sont reconnus par un organisme extérieur, en l'occurrence Bureau Veritas, et donc le réseau Terre d'Envie est maintenant porteur d'une marque qui s'appelle Boutique Paysanne et qui certifie aux consommateurs ces trois engagements. Donc pas d'achat-revente sur le point de vente, pas d'achat-revente sur les fermes et présence du producteur à la vente. Voilà. C'est une démarche que nous partageons avec une autre région, avec la région Languedoc-Roussillon, enfin Occitanie maintenant. Voilà, donc du coup, le concept, c'est que le client achète directement au producteur. Donc les sommes collectées sont directement reversées au producteur. Le point de vente sert uniquement de caisse enregistreuse. Et après, pour pouvoir fonctionner, pour payer le loyer ou rembourser des emprunts, l'électricité, le personnel salarié, etc., il y a une commission de mise en marché qui est prélevée sur la vente des produits et qui est un pourcentage des ventes de ces produits. Voilà. Donc quelques repères technico-économiques pour vous donner une idée de à quoi ressemblent les magasins de producteurs. Donc ils ont une surface de vente moyenne de 154 mètres carrés. Leur situation géographique, elle est très variée. On a autant de magasins qui peuvent être en pleine campagne, ou en zone résidentielle, ou en centre-ville, le long d'un axe routier, ou près de flux commerciaux importants. Voilà. Après, en fait, le fondement d'un magasin de producteurs, c'est le groupe d'agriculteurs qui le constituent, et c'est suivant ce qu'ils ont envie de faire qu'ils vont choisir un lieu d'implantation. Voilà. Tous les magasins sont ouverts les vendredis et les samedis. Voilà, une majorité de magasins ouvrent dès le mercredi. Donc, après, en fait, il faut aussi que les agriculteurs arrivent à concilier leur activité de production, de transformation et de vente, ce qui explique que les magasins ne sont pas toujours ouverts 6 jours sur 7, puisqu'il faut qu'ils aient du temps disponible pour pouvoir produire et transformer. Voilà. Alors, au niveau de la répartition du volume de vente par jour d'ouverture, les meilleurs jours sont le vendredi et le samedi. C'est aussi pour ça qu'ils sont tous ouverts le vendredi et le samedi, puisque le vendredi et le samedi représentent chacun 20% du chiffre d'affaires de la semaine. Voilà. Et pour les magasins qui sont ouverts le lundi, c'est leur moins bon jour de vente, parce que, en fait, en général, le lundi, il y a peu de produits disponibles à la vente. Toujours pareil, on a la problématique d'avoir le temps de produire et de transformer, et donc du coup on n'a pas des produits dans les magasins de producteurs qui sont disponibles tout le temps. Voilà. En général, donc en moyenne, il y a 13 producteurs associés qui font tourner un point de vente collectif, et après, pour compléter la gamme, les associés s'entourent de producteurs qui sont moins impliqués, qui ne sont pas dans la gouvernance, qu'on appelle des non-associés. Et en moyenne, ils sont aussi aux alentours de 13 producteurs pour compléter.
La commission de mise en marché, donc ce fameux pourcentage qui est prélevé sur les ventes et qui permet de faire fonctionner le magasin, sont en moyenne pour les producteurs qui sont associés donc dans la gouvernance et très présents à la vente de 13%, 13,22%, et pour les non associés on monte à 27,23%. Voilà. Au niveau des volumes de vente, donc en moyenne, les magasins font 93 000 € de vente par mois, mais vous voyez que la diversité elle est très grande puisque le minimum est à 32 000 et le maximum est à 378 000 € par mois. Voilà. Donc tout dépend du groupe d'agriculteurs qui constitue le magasin, des produits proposés à la vente, de la surface de vente, de l'emplacement et du volume d'heures d'ouverture. Et la répartition des gammes de produits, on a donc en moyenne 46% des ventes qui sont assurées par tous les produits d'origine, enfin tous les produits viande, charcuterie et œufs. Après, on a 28% qui sont des fruits et légumes, 14% qui sont des produits laitiers et 12% qui sont pain, alcool, miel et autres produits. Voilà. Donc au niveau du nombre de clients, il y a donc en moyenne 3339 clients par mois. Là, ça va de 3000, enfin c'est assez homogène. Et le panier moyen, il se situe à 26 €. Voilà. Et si on regarde par rapport aux autres circuits de commercialisation, il y a eu une enquête qui a été menée en 2011 qui interrogeait les consommateurs et on leur demandait quel panier moyen ils faisaient dans les différentes formes de circuits courts. Et donc les consommateurs déclaraient dépenser en moyenne 30 € dans un point de vente collectif contre seulement 15 € sur un marché. Donc quand on regarde au niveau des différentes formes de circuits courts, le point de vente collectif est celui où le panier moyen est le plus important. Voilà. Après, donc dans la création, enfin quand on réfléchit à comment est-ce qu'on fait pour créer un point de vente collectif, on identifie 8 étapes de création, enfin 8 étapes à passer. Donc la première et la deuxième qui sont les plus importantes, qui sont essentielles au bon fonctionnement. Tout le succès, le succès du magasin va reposer sur ces deux premières étapes qui sont définir le projet collectif et arriver à faire fonctionner le collectif de producteurs. Donc en fait, tout repose sur l'aventure humaine. Le succès du point de vente va reposer sur le succès de l'aventure humaine. Est-ce que le groupe va réussir à s'entendre? Est-ce qu'ils ont des objectifs communs? Est-ce qu'ils ont des objectifs partagés? Est-ce qu'ils sont capables de faire des concessions? Voilà, tout ça, tous ces éléments-là, tout ce côté humain va déterminer le succès ou non du magasin. Après, la troisième étape, c'est de dimensionner économiquement le projet. La quatrième étape, c'est de se mettre en conformité avec le cadre réglementaire. Donc que ce soit la remise directe ou la loi sur les magasins de producteurs, bien rester dans ce cadre-là. La cinquième étape, c'est de définir et mettre en œuvre une organisation marchande. En général, c'est une étape qui est appréciée des producteurs parce que c'est concret, c'est comment on agence notre magasin. La sixième étape, c'est réussir à faire la promotion du magasin. Et après, la sixième étape, le magasin ouvre. Et puis, il reste les deux dernières étapes. Donc, la septième, savoir faire fonctionner le magasin au quotidien. Donc, une fois que le projet est lancé, il faut réussir à le faire tourner au quotidien. Et la dernière étape, c'est être capable de bien vendre ses produits, mais aussi les produits de ses collègues. Donc, bien les connaître et être capable de les valoriser. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire de la théorie des points de vente collectifs. Et puis du coup, je passe la parole à Étienne, qui est producteur dans un point de vente, et qui va pouvoir vous parler de son expérience. Dites-nous, pour faire écho à ce qui a été expliqué il y a 2 minutes, si vous êtes un producteur associé, carrément, à votre boutique paysanne, ou si vous êtes simplement un fournisseur, puisqu'on a dit qu'il y avait les deux catégories. Et si vous êtes associé, est-ce que vous avez même une responsabilité dans le collectif? Alors, oui, je suis associé et des responsabilités, j'en ai de moins en moins parce que quand même j'approche de la retraite.
même si je reste je suis un des membres fondateurs du point de vente BrandPay. Donc le point de vente qu'on a créé nous, c'est BrandPay. Et donc j'ai été le président, pas à l'initiative vraiment, mais le premier président de l'association qui gère le point de vente. Oui, donc là, on est dans le pays d'Oyonnax. Nous sommes dans le pays d'Oyonnax. Voilà. Oyonnax, nous on appelle ça, enfin chez nous ils appellent ça la Plastic Valley. C'était le pays du plastique où, je ne sais pas pourquoi, le plastique s'est développé à Oyonnax, mais ça date de l'après-guerre. Et Oyonnax, il n'y a que des usines de plastique et de moules pour faire le plastique. Voilà. Je vais peut-être quand même parler un peu de moi parce que c'est bien, vous êtes là pour ça. Je me suis installé en 81 en production laitière. Et j'ai beaucoup aimé la production de lait. Et puis un jour, j'en ai eu un peu marre de faire du lait. Ça m'a pris... ça m'intéressait beaucoup moins. J'ai donc cherché autre chose et en fait j'ai pas eu besoin de chercher puisque j'avais un four dans la cour de la ferme et je me faisais du pain pour moi, donc j'ai commencé à faire du pain et j'ai fini par ne faire plus que ça. En 2004, oui voilà, la décision a été prise d'arrêter brutalement le 23 juin, j'ai dit j'arrête de faire du lait. Bon, je vous raconterai pas tout. À partir de là, j'étais parti dans mon projet de faire du pain, mais sur une production très locale et avec un objectif de production de 200 kg de pain par semaine. Et puis, il y a d'autres agriculteurs qui parlaient vente directe. Et on s'est dit, mais on a une agglomération au Oyonnax, on a 26 000 habitants. Ce serait peut-être bien d'aller faire quelque chose par là-bas pour... on se groupe, on trouve des paysans qui fassent de vente directe et on met un magasin de producteurs. On a commencé à réfléchir avant d'ailleurs, puisqu'on a mis 3 ans à monter le magasin. Et c'est à peu près le temps qu'il faut pour bien monter un magasin. Donc on a trouvé un noyau de producteurs, on est 6 ou 7 qui avons créé le point de vente et qui sommes toujours là. Il y a d'autres producteurs, ça évolue, c'est pas quelque chose de figé, le magasin de producteurs. Il y a des incompatibilités d'humeur des fois, il y a des gens qui ne respectent pas toujours l'éthique du groupe de départ, donc ça se passe mal. Et bon, il y en a qui choisissent de ne plus faire de vente directe, etc. Bon, donc il y a des mouvements d'associés permanents dans les points de vente. Après, de quoi peut-on parler? Des difficultés d'un point de vente, parce qu'il n'y a pas que, c'est pas tout rose dans un point de vente. Un point de vente, Karine disait, c'est une aventure humaine. C'est essentiellement une aventure humaine. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin moi j'ai l'impression que les communautés de communes, entre autres, cherchent à créer des points de vente. Et je crois que c'est ce monsieur-là, je ne me souviens plus votre nom, Brunet, qui disait tout à l'heure qu'il fallait que ça parte de la base. Un point de vente collectif, pour qu'il fonctionne, à mon avis, il faut que ça parte de la base. C'est les producteurs qui doivent créer leur point de vente. Ça n'empêche pas de travailler avec les communautés de communes. Nous, BrandPay est locataire de la commune d'Arban. Bon, Arban, c'est Oyonnax, hein, c'est juste à côté. Et ça, c'est un atout parce qu'on a des conditions de location qui sont exceptionnelles. On est à 25% du prix de location d'un local industriel en ville, enfin dans le secteur. Donc c'est très intéressant. Ensuite, l'aventure humaine, c'est que on doit, comme disait Karine, savoir vendre les produits des autres. Pour vendre les produits des autres, il faut connaître la ferme où ils sont produits. Si on ne connaît pas la ferme, on a beaucoup de mal à vendre un produit, à parler du produit aux clients. Et ce qui intéresse les clients, c'est quand même de rencontrer les producteurs et d'avoir le dialogue direct. Et chaque fois c'est, enfin, bon, moi ça me passionne ça. Parce
qu'on rencontre les gens, on peut leur parler du produit. Et je ne suis pas en bio. Dans le magasin où je suis, il y a une grosse majorité de producteurs bio. Je ne suis pas en bio, mais ça se passe très bien. Ça ne pose pas de problème aux clients qui est des producteurs bio et des producteurs pas bio. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus Pour vous, par rapport à votre activité de production-transformation, est-ce que le point de vente collectif, ça représente beaucoup? Est-ce que ça représente de plus en plus? Même c'est important que vous nous disiez ce que ça a apporté à votre exploitation. Alors, au niveau de mon exploitation, au début du point de vente, on a ouvert le point de vente, c'était en juillet 2005. J'étais tout jeune producteur de pain, puisque j'avais commencé à faire que du pain en 2004. Et le point de vente représentait 30% de mon chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, en 2017, je suis à 60, peut-être même un peu plus, 60% du chiffre d'affaires sur le point de vente. Ça m'a conduit, en 2014, j'ai embauché un salarié à temps plein pour pouvoir assurer la production. Donc au niveau de l'évolution, voilà, aujourd'hui on est à 350 kg de farine semaine. Ce qui va représenter, vous multipliez par 1,25 pour avoir le poids de pain. En gros. Voilà. Je ne sais pas si on peut ajouter encore d'autres choses. Mais dans la foulée de ce que vous venez de dire, puisque vous avez parlé d'un emploi dans votre exploitation, tout à l'heure, Karine, vous n'avez pas parlé des emplois dans les boutiques. C'est important quand même aussi de dire que c'est un vecteur de création d'emplois au titre de ceux qui ne sont pas paysans, mais qui viennent là aussi pour faire tourner les boutiques et l'ouverture, etc. Alors, combien par exemple, sujet, au niveau des 24 PVC de Auvergne-Rhône-Alpes dont vous avez parlé, combien d'emplois? Au jugé, si vous n'avez pas une statistique très précise. Non, ça c'est, on n'a pas compté le nombre d'emplois créés parce que, c'est un petit peu compliqué à essayer de les compter parce qu'il y a deux types d'emplois qui sont créés. Il y a alors un qui serait facile à compter, à comptabiliser, c'est le nombre d'emplois créés sur les magasins, donc les salariés qui viennent assister à la vente. Alors il faut noter que dans un point de vente collectif, un salarié ne peut jamais être seul à la vente, il doit toujours être accompagné d'un producteur. Mais il y a quand même beaucoup de magasins qui se font accompagner à la vente par un salarié de vente. Et après, il y a une deuxième... donc là, je sais pas, à vue de nez, je dirais que les 3/4 des points de vente ont au moins un salarié. Et dans notre réseau, on a même un magasin qui a 15 salariés. Voilà, donc là aussi, c'est très hétérogène. Oui, c'est parce que Uniferme fait partie du réseau. Alors non, je pensais même pas à Uniferme. Non. C'est pas Uniferme. Uniferme a moins de salariés. Eux, ils doivent être à une dizaine. Donc Uniferme, c'est le plus gros magasin de Rhône-Alpes, le plus vieux. Et, à Mornan. Voilà, dans l'ouest lyonnais. Et il semblerait que ce soit le premier point de vente collectif de France. Oui, bah oui. Voilà, je pense que il date de 78 et donc c'est le premier point de vente collectif en France. Donc eux, ils sont à une dizaine de salariés. Dans le magasin auquel je pensais, qui monte à 15 salariés, c'est un magasin qui, lui, a internalisé, a pris la fonction de transformation. Donc lié au magasin, il y a un atelier de découpe et il y a un atelier de transformation et un atelier traiteur. Donc tout ça génère pas mal d'emplois. Et puis après, il y a une deuxième catégorie d'emplois qui sont créés grâce aux magasins de producteurs. Ce sont les emplois créés sur les fermes. Donc soit des salariés, soit des associés qui rejoignent la ferme et dont le travail est lié à l'activité qu'il y a sur les magasins de producteurs, comme l'a décrit chez Étienne. Et ça, par contre... je ne saurais pas trop comment faire pour pouvoir le mesurer et le chiffrer. Oui. Mais c'est important ces créations d'emplois parce que ça fait partie aussi du potentiel d'apport au développement local qui vient des boutiques dont on parle. Et une dernière question, parce que c'est important si on se resitue par rapport à ce territoire du Brionnais.
dans les boutiques qui font partie de Terre d'Envie, du réseau Terre d'Envie, combien sont en monde rural? Et vous voyez, parce qu'il y en a qui sont dans des villes et qui donc visent surtout la clientèle de ces villes plus ou moins importantes, puis d'autres qui sont en monde rural, comme par exemple dans le Pilat. Combien au total? C'est important de savoir. Je dirais à peu près entre un quart et un tiers. D'accord. Donc ça peut marcher, Ah oui, ça y peut compris marcher. en espace rural, c'est important à savoir. Parce que Ah, toujours après, on parle des en bassins de consommateurs importants. Vous avez parlé tout à l'heure de la ville d'Oyonnax, qui était effectivement le ressort. Oyonnax, En avant, fait, etc., le ressort du développement. Prenez le micro, oui. La ville d'Oyonnax est un ressort, effectivement, sauf qu'on est complètement excentré par rapport à la ville. On est dans un coin totalement désert. Oui, mais vous n'êtes pas loin des autres activités industrielles qui sont à Arban. Tout à fait, on n'est pas loin, mais on n'est pas dedans. Et ça compte beaucoup, parce qu'on n'est pas visible. Donc, c'est vrai qu'on est à côté d'une ville, mais après, il faut aller chercher les clients, il faut les faire venir. Ils ne passent pas devant le point de vente. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, est-ce que ceux qui sont ici, vous avez peut-être des apports complémentaires en fonction de ce qui a été dit, à donner, ou bien telle ou telle question mutuelle? Pour revenir sur le rural urbain, attention, hein, le rural, dans le rural, on distingue aussi le rural dense du rural de notre diagonale du vide qui passe en Bourgogne. Hein. Vous savez ce que c'est la diagonale du vide, hein, voilà, on est à moins de 9 habitants au kilomètre carré, il y a des zones nous, donc attention, on ne parle pas du même rural. Ce que je voulais compléter, c'était que quand vous posez la question est-ce que ça marche, en fait, il faudrait commencer par poser la question quels sont les objectifs des agriculteurs. On a des magasins qui sont tout petits, qui sont ouverts 2 jours par semaine et qui ont une gamme de produits assez limitée. Donc vu de l'extérieur, comparé à un gros magasin comme Uniferme, on se dit mais ça marche pas. Mais en fait, les agriculteurs sont très satisfaits des ventes qu'ils réalisent dans ce magasin. C'est un magasin qui leur coûte peu cher. Et du coup, en fait, ils valorisent très bien leurs produits. Donc, quand on pose la question est-ce que ça marche, en fait, il faut poser la question est-ce que les agriculteurs sont satisfaits de la valorisation qu'ils font. Et donc, un tout petit magasin qui est peu ouvert, mais qui permet de valoriser assez bien les produits, peut très bien fonctionner en milieu rural et peut être tout à fait satisfaisant pour les agriculteurs qui en font partie. Voilà. Tout dépend de l'objectif des agriculteurs. Alors pour compléter là sur les formes de vente, en fait il y a une multiplicité des formes de vente. La formule point de vente collectif bien sûr existe en Bourgogne, sous la forme vraiment PVC, parce qu'après il y a des magasins de producteurs effectivement pour certains qui font un petit peu d'achat-revente. À partir du moment où c'est bien identifié dans le magasin, où il n'y a pas de doute pour le consommateur, après c'est à eux un petit peu en fonction de leur choix de définir ce qu'ils souhaitent faire. Après, il y a un petit peu d'autres formes, mais aussi il y a des producteurs qui prennent les produits des autres, qui échangent entre eux. Il y a des gros systèmes d'échange. Je suis bien positionné parce que je suis au bord d'une ville. Je prends aussi les produits des autres. Pourquoi pas? On a des formules comme ça. On a des formules aussi en zone rurale très fragile. Là, nous avons deux formes. On se rend compte que même en ouvrant un tout petit peu, ça devient plus très rentable pour un producteur. Il faut être conscient quand même que la vente, c'est beaucoup de temps. Quand on a travaillé sur les références, sur les circuits courts, attention, il faut du temps pour produire, il faut du temps pour transformer, puis il faut du temps pour vendre. Et si vous êtes sur un circuit et que vous n'avez pas non plus vendu suffisamment de produits rapportés au temps, ça devient très compliqué à gérer. Il vaut mieux aller sur d'autres circuits. Ça fait partie, nous aussi, un petit peu des conseils. Et donc, en milieu fragile, là, on a plusieurs... C'était des toutes petites épiceries qui avaient bien du mal à vivre en milieu rural. Et donc, il y a un groupe d'agriculteurs qui s'est greffé dessus pour avoir une partie qui avec uniquement des produits locaux. Donc, en plus, en zone touristique, ça complète bien les gammes. Ça fait vivre un petit peu tout le monde, l'artisan et puis les agriculteurs locaux. Pourquoi pas non plus dans nos territoires essayer un petit peu de travailler ensemble, avec des commerçants qui ont la volonté de bien identifier les produits. Pour moi, toutes les formules sont bonnes à partir du moment où effectivement elles partent
de la base, hein, et qui ne nous sont pas imposées. Parce que, alors, malheureusement, de l'autre côté, on a aussi beaucoup de collectivités. Enfin, moi, je vois encore, là, l'autre jour, toute petite commune du Morvan, elle me dit « Oh là là, j'ai un bâtiment, là, vous allez me mettre un point de vente collectif. Vos producteurs. » Déjà, c'est pas mes producteurs. Hein. Et puis, en arrivant, c'est vrai que je voulais pas dire au maire, attention, ça va pas être très rentable, je veux bien calculer le potentiel de vente, mais on va rien en faire. J'ai vu une toute petite épicerie tenue par des Hollandais, puis j'y suis passée, puis je lui ai dit, mais madame, vous ne mettriez pas. Voilà, le maire, je lui ai dit, on va mettre des produits là-bas, ça ira très bien, et puis tout va bien, quoi. Voilà, attention à vouloir aussi en tant que collectivité, alors on le voit un petit peu dans tous les domaines actuellement, des collectivités qui veulent faire, alors avec des bonnes intentions, mais pas toujours avec la bonne méthode, hein, en matière notamment de restauration collective. Et sur les ateliers de transformation, il faut que ça vienne aussi d'un besoin, quoi. Et qu'on mette ça en adéquation l'un avec l'autre pour que ça fonctionne sur nos territoires et puis que ça apporte de la valeur ajoutée à tout le monde. Les uns et les autres, d'ailleurs, vous avez insisté sur la maturation nécessaire, maturation au niveau de l'évaluation économique et puis aussi au niveau des rapports entre les uns et les autres pour que les projets voient le jour, quels qu'ils soient. Il y a des boutiques comme celles qui ont été présentées par Terre d'Envie, mais aussi d'autres formes, comme par exemple ces coopératives qui sont à la fois basées sur les commerçants et les agriculteurs et des consommateurs. Enfin, c'est sûr qu'il y a un mouvement au niveau de l'Union régionale des entreprises coopératives Rhône-Alpes-Auvergne. On a maintenant des adhérents, puisque je fais partie de ce réseau-là, moi, des adhérents qui sont justement des sociétés coopératives d'intérêt collectif d'alimentation, avec un collège producteur, un collège travailleur de l'épicerie ou de la boulangerie, et puis un collège consommateur, et quelquefois des collectivités. Mais toujours un groupe porteur. Vous avez raison, je pense les uns et les autres, d'insister sur le fait que la démarche, si elle n'est pas ascendante, pour reprendre le mot de tout à l'heure, elle est d'autant plus fragile. Et puis aussi, vous avez insisté sur le fait, les uns et les autres, qu'il y a, sous ce mot circuit court, de multiples modalités. Je crois que c'est important à avoir à l'esprit et que le même exploitant agricole, d'ailleurs, souvent vend au marché, pour ceux qui transforment notamment en fromage, par exemple, leur lait, ou qui font des produits à base de viande, etc., de charcuterie. Ils vendent au marché, mais ils vendent aussi à la boutique du producteur, puis ils vendent aussi un peu dans des restaurants, et ils vendent aussi un peu sur place chez eux, etc. etc. On combine. Cette souplesse est très importante à avoir à l'esprit. Alors la parole est à vous tous, soit pour des questions que vous souhaitez poser à tel ou tel des intervenants à la table ronde, soit pour des apports ou des expériences dont vous êtes porteur. Oui, j'aurais deux questions, enfin une question et deux questions. La première, c'est avez-vous une idée de la plus-value que le producteur, au-delà de la satisfaction légitime de suivre son produit jusqu'au consommateur, que le producteur retire dans cette démarche? Et puis la deuxième, notamment en viande bovine, je ne sais pas s'il y a des bouchers dans la salle, mais je sais par exemple que les bouchers et les syndicats de la boucherie sont quand même un peu, pour des raisons qu'on peut comprendre aussi, vent debout contre la vente de viande telle qu'elle est pratiquée là. Comment ça se passe? Quels sont les points d'accord peut-être à trouver, etc. Puis j'aurais une troisième question sur la relation avec les signes de qualité, mais on attendra un peu plus tard. On parle souvent de tendance lourde d'évolution et on compare des chiffres un petit peu entre eux, mais j'aimerais savoir si on a le pourcentage, l'évolution du chiffre d'affaires des circuits courts en évolution au niveau national. Parce qu'il y a le mammouth des grandes surfaces qui en occupe pas mal. Donc, est-ce qu'on part de 0,001% pour passer à 0,002 ou est-ce qu'on est à 5%, 6%, donc quelque chose de significatif? Merci. Roland Julien comme de ce mur. Merci. Une autre? Non, pas tout de suite. J'en ai une question, ça m'intéresserait de savoir, Étienne, quelles sont les autres formes de vente que vous effectuez? On a parlé de marché tout à l'heure, est-ce que vous faites aussi de la vente à la ferme? Donc ça m'intéresserait d'avoir
votre témoignage là-dessus, et en termes d'organisation du travail aussi, parce que la charge temps de travail peut paraître aussi importante pour certains, donc j'aimerais bien aussi avoir votre témoignage par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'était par rapport aux consommateurs. On parlait de démarche ascendante, et du coup, je me questionne, moi, en termes de participation des consommateurs dans ces démarches-là, dans ces PAT, etc. Voilà, moi, j'aimerais avoir un avis là-dessus. Laurence Gauthier, je suis là pour Slow Food Bourgogne. Par rapport au concept, vous demandez est-ce que le producteur soit présent. Je trouve que c'est évidemment intéressant et dans un optique pédagogique, etc. Mais il y a par exemple, vous sur le pain, une fois qu'on a compris comment vous faites votre pain, c'est pas obligatoire que le producteur soit présent. Enfin, je trouve que c'est un peu limitatif. Et qu'il y a peut-être des produits qui qui ne nécessitent pas forcément la présence du producteur. Voilà, c'est une question. En précisant comme Étienne l'a dit, et comme Caroline l'avait dit, ils sont présents à tour de rôle. Par exemple, Étienne, vous êtes présent combien de fois par mois à la boutique? Moi, c'est à peu près tous les mercredis après-midi. Donc une fois par semaine. 5 demi-journées par mois. Oui. C'est ça, donc pendant la majorité du temps, les clients ne voient pas ce producteur-là, ils en voient un autre. Puisqu'il y en a un à chaque moment d'ouverture, mais pas forcément plus. Hein, c'est ça à Brandpaille? Quelquefois, vous êtes plusieurs producteurs présents? Oui, à Brandpaille, d'abord on a une salariée. Alors, à Brandpaille, on est organisé avec une salariée qui n'est pas à temps plein, mais qui a 30, je crois que c'est 32 heures maintenant, sachant qu'elle a à peu près entre 7 et 8 heures de ménage et de mise en rayon le lundi. On est ouvert du mardi matin au samedi soir. Elle est à la vente, elle est présente à la vente le mercredi, le vendredi et le samedi. Donc, quand il y a la salariée, il y a forcément un producteur à la vente avec la salariée, elle n'est jamais toute seule dans le magasin. Et sinon, il y a deux agriculteurs qui sont présents à la vente. Alors, je vais répondre à la question de je ne sais plus lequel qui demandait combien de temps on passait. Alors, sur mon exploitation, le temps passé à la vente, ça représente un temps plein. C'est 35 heures. Et je vends aussi à la ferme. Donc, je vends à la ferme le mercredi matin et le samedi matin. Mais le temps passé à la vente représente à peu près 35 heures. Voilà. Oui, poursuivez peut-être sur le... Pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que les producteurs sont présents à la vente? Alors, il y a des motivations, on va dire, éthiques, où les producteurs veulent être au contact des consommateurs, comme ils le sont quand ils tiennent un marché ou lorsqu'ils font de la vente à la ferme. Il y a également une autre raison, c'est que les points de vente collectifs sont reconnus en remise directe. Et la remise directe, ça ne signifie pas d'intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs. Et ça a des conséquences sur le plan sanitaire, sur les ateliers de transformation, puisque les ateliers de transformation pour les producteurs qui sont dans des points de vente collectifs peuvent être en dispense d'agrément. Donc pas obligatoirement en agrément CE. Et pour pouvoir avoir pour bénéficier, on va dire, de cette tolérance ou de cet avantage-là, il faut que les producteurs soient présents à la vente, il faut qu'ils le soient au moins à tour de rôle. Après, chaque groupe définit le niveau d'implication des uns et des autres. Chaque groupe définit la manière dont il va répartir ses permanences de vente. Donc il y aura des producteurs qui vont être plus... Soit il y a des magasins où tout le monde est présent au même niveau, c'est une répartition égalitaire des permanences. Et il existe aussi des magasins où la répartition des permanences se fait en fonction du chiffre d'affaires des uns et des autres. Voilà. Ça, c'est chaque groupe qui définit son propre fonctionnement. Alors, oui, voilà. Sur l'aspect plus-value et puis l'aspect évolution. Oui, alors peut-être quand même pour rebondir aussi sur cette question-là, parce que j'avais un petit mot aussi à dire. Alors déjà, oui, il y a un aspect réglementaire pour les denrées animales. Pour être en remise directe, il faut forcément qu'ils participent à la vente. C'est une note de service de 2010. Il y a eu 10 ans pour la négocier.
par les producteurs. Donc il faut remercier la région Rhône-Alpes d'avoir été vraiment sur fer de lance pendant 10 ans avec notre administration. Voilà, ça c'est un premier point. Puis dans toutes les enquêtes consommateurs, ce qui ressort, c'est la relation de confiance avec le producteur. Alors vous voyez bien, la relation de confiance, il faut la tisser. Et vous la tissez parfois avec la tête du producteur, avec sa capacité à parler aux clients. Et si le producteur n'est pas là, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour tisser cette relation de confiance. Nous, c'est un grand conseil, même quand il y a un intermédiaire, on essaie d'être présent au moins à un certain moment avec le consommateur pour lui parler, quoi. Alors, pour revenir sur cette question de la valeur ajoutée, alors nous, elle est au cœur de notre travail. Voilà. Pour certains, oui, ça apporte de la valeur ajoutée, puis malheureusement, pour d'autres, pas forcément. Il y a ce problème du temps de travail en agriculture. Alors, c'est un espèce de vieux, je ne sais pas, qui vient de quelque part, où on a du mal à mettre tous ces temps les uns derrière les autres, et puis à les faire payer quand même un petit peu aux consommateurs. Je dis toujours, moi, à l'agriculteur, on fait des hypothèses. On fait au moins une hypothèse au SMIC. Votre temps, en France, le droit du travail. Donc on sait bien, derrière une caissette de viande, si elle n'est pas vendue à un tel prix, l'agriculteur, il ferait peut-être mieux de laisser l'animal dans le pré parce qu'il ne gagne pas plus que sur la filière longue. Et on le sait, pertinemment, parce que... Voilà. Bon, alors, vous allez me dire, moi, c'est ce que me dit toujours mon président, vous savez, Françoise, dans la vie, il y a des heures, c'est pas les mêmes. Il y a des heures qu'on aime bien faire, donc on les fait pas payer très cher. Et puis, il y a des heures qui... Voilà. Alors, j'ai dit, écoutez, monsieur le président, c'est compliqué pour nous de faire de la référence en disant qu'il y a des heures qu'on ne peut pas faire payer, puis des heures qu'on peut faire payer. Voilà, donc ma réponse, elle est, vous voyez, un petit peu oui. Bien sûr qu'il y a des agriculteurs. Alors, on sait aussi que la montée en puissance sur ces activités de circuit court, elle est lente et elle met du temps. Alors, le problème, c'est que, oui, des organismes comme nous, on fait de la référence sur des gens en régime de croisière, et qu'il y a 3 ans, je dirais même, 2 à 3 ans à 7 ans pour atteindre un régime de croisière. Plus vous partez de RIA, plus vous mettez du temps. C'est un peu logique. Pour à la fois mettre en place votre gamme de produits, la clientèle, et pendant ce temps, c'est pas toujours des revenus tels que vous le souhaitez. Il ne faut pas s'épuiser non plus dans cette phase de montée en puissance. Voilà, donc je ne vous réponds pas d'un oui nuancé. Voilà, je ne me mets pas une balle dans le pied quand même. Voilà, il y a des conditions, puis il faut bien réfléchir, pas partir avec des prix trop bas non plus au départ, parce que le prix est aussi une variable qui va faire la valeur ajoutée sur l'exploitation. Voilà, alors pour revenir sur la concurrence avec les bouchers, elle a été très très forte, moi pour l'avoir vécu dans ces années 96, même un petit peu difficile, je peux vous dire. Moi je me suis retrouvée un jour à la direction régionale artisanat avec la DRAF ou avec le syndicat de la boucherie, mon président, et là on leur disait mais on ne s'adresse pas aux mêmes consommateurs. Nous les producteurs en circuit court, ils ne s'adressent pas forcément aux mêmes consommateurs. Et puis, quelque part, les réglementations sont les mêmes, quoi. Qu'on soit boucher ou agriculteur, ils nous disaient « Ah, non, mais vous, les réglementations, les agriculteurs, ils ne suivent pas. » Si. Voilà. Alors, il y a une loi de promotion, quand même, de l'artisanat, qui date de 1996, qui a été reprise en 2008, qui a mis, nous, un grand doute sur le plan sanitaire, qui dit que pour exercer les métiers de bouche, comme le boucher, mais aussi boulanger, il faut avoir un CAP. Soit un CAP, soit 3 années d'expérience en tant que salarié. Alors, moi, je déconseille l'utilisation du terme boulanger si on n'a pas le CAP. Parce qu'on ne peut jamais être à l'abri, mais le terme même boucher, alors il y a peu d'agriculteurs qui utilisent le terme boucher, mais boulanger, si je n'ai pas le CAP, évitez d'aller utiliser ce vocabulaire, parce que vous risquez d'avoir le syndicat de la boulangerie qui vous tombe dessus, entre guillemets, même si vous faites du bon pain, et que vous connaissez bien ce métier de la transformation de la céréale en pain. Voilà. Et il y a eu plein de cas de jurisprudence un petit peu de ce niveau-là, et à juste titre parce que vous utilisez un mot de l'artisanat. Donc, voilà, moi je propose, on fait un pas à la faire, on a de la compétence, mais on ne s'appelle pas boulanger. Parce qu'on risque d'attiser les feux, et c'est bête, parce qu'en milieu rural, voilà, il y a des métiers, on a tous besoin un petit peu de ces métiers, on vit ensemble, respectons-nous les uns les autres. On revient vers les participants côté salle. Peut-être qu'on n'a pas répondu à monsieur. Oui, voilà, sur cette question, qu'est-ce que ça représente, 1%, 2%. Alors,
On a du mal effectivement à évaluer les choses. On l'avait fait en 2006-2007. Nous, le Conseil régional de Bourgogne nous l'avait demandé au moment où on a fait ce travail. Pour nous, c'était les produits fermiers, 15% de la dépense alimentaire des ménages à l'époque. On n'a pas refait ce type de calcul actuellement, mais effectivement, c'est plus. Non, c'est clair que ça a un poids réel, quoi. Hein, on est là, il y a 10 ans de plus, une évolution de la consommation, des gammes beaucoup plus larges, une offre, voilà. Donc pour moi, le poids, c'est pas, c'est plus marginal, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose qui est réellement. C'est pour ça que je parle d'un phénomène de société, quoi, pour moi. C'est ça. Alors ça serait plus de 15% en Bourgogne, c'est-à-dire dans une région où le produit fermier est assez disponible. Parce que si on pense à la région parisienne, par exemple, on est certainement bien loin de ça. Bien sûr, hein, la région parisienne, on l'avait bien vu en 2006-2007, nous tirait notre consommation bien sûr vers le bas parce qu'il y a moins de disponibilité des produits, quoi. Monique Bernardin-Laronze, je suis en retraite depuis l'an dernier, j'étais agricultrice à Saint-Bonnet-de-Choux et donc j'ai une question à poser à propos de la boucherie. Parce que j'ai acheté souvent des caissettes chez des producteurs, surtout pour de la viande de bœuf. Et le problème, c'est que le boucher, par rapport au producteur, il a un truc supplémentaire, c'est-à-dire qu'il pare la viande. Tandis que quand vous avez un achat directement chez le producteur, il sort de l'atelier de découpe et c'est à vous de parer la viande. Et la boucherie là-dessus, disons, le métier de boucher, c'est quelque chose de très particulier. Et quand vous avez une caissette de viande où il faut que vous fassiez vous-même la découpe, enlever les petits nerfs, les trucs comme ça, moi j'ai trouvé ça. Et pourtant je suis acheteuse, hein, j'en achète peu parce que j'en mange peu. Mais je suis acheteuse de cette viande parce qu'elle est de bonne qualité, mais il y a ce problème du parage de la viande qui n'est pas fait. Je parle là en tant que consommatrice. Oui, hein. ça, on a bien compris. Plus globalement, votre question évoque la diversité des attentes des consommateurs et aussi les habitudes finalement des consommateurs d'avoir des produits parés ou des produits triés ou des produits, etc. On peut trouver des démarches similaires à propos des fruits, des légumes, ça serait la même chose. Parce qu'il y en a qui sont habitués à avoir par exemple des légumes propres et ne veulent pas avoir des légumes avec de la terre, par exemple. Donc c'est vrai que les attentes des uns et des autres, c'est peu fort pour la viande, ce que vous dites comme différence, mais d'une manière générale, c'est la question de qu'attend le consommateur et comment dans ces différentes formes de circuits courts, il y a un dialogue un peu permanent entre les consommateurs et les producteurs. On le voit dans certaines formules de circuits courts où il y a vraiment des moments où on se réunit, et puis d'autres non, où finalement c'est simplement les produits qui sont mis à disposition au circuit court par les producteurs, et les consommateurs, ils les prennent comme ils sont. Alors, attention, quoi. Hein, le consommateur, il a le droit d'être exigeant, moi, sur la qualité. C'est ce que je dis, moi, aux producteurs. Hein. Attention au choix de vos prestataires. Si vous ne faites pas, vous devez savoir ce que votre prestataire fait. Hein, parce que non seulement, parfois, quand on travaille avec un prestataire en viande... On parlait de la transformation, là. Bien, alors, de la découpe, là, tout simplement. Il y a l'abattage, il y a la découpe. Alors, parfois, il n'y a pas trop la qualité, on est d'accord. Moi, certains prestataires, c'est ni fait ni à faire. Et le consommateur, il doit le dire. Il doit le dire, hein, c'est pas une qualité de découpe telle qu'on doit l'attendre derrière un produit. Alors, c'est vrai aussi sur des produits transformés. Hein, moi, je dis, il y a un certain nombre de transformateurs qui font des verrines avec beaucoup de ce que j'appelle la poudre de perlimpinpin, nos additifs. Non, la tendance de consommation, elle n'est pas là du tout. Il faut choisir et maîtriser sa recette. Voilà. Hein, on choisit son prestataire. S'il n'est pas bon, on va en prendre un autre. Alors, c'est pas toujours facile dans un univers de prestataires. Et c'est pour ça que je disais de l'importance du nombre de prestataires, de la qualité. C'est important. Non. Je trouve que c'est normal. C'est pas le consommateur qui doit s'adapter. Et si le produit n'est pas bon en face, il a le droit de le dire aussi aux producteurs qui se remet en cause. Nos produits fermiers doivent être bons. Ils doivent être bons, c'est ce qu'attend un consommateur. On a une culture du goût encore en France et on doit, le producteur,
Quand il fait un produit, il doit être bon, il doit maîtriser sa recette, avoir une recette qui est la sienne, qui n'est pas celle du prestataire qui fait la même à tous les producteurs. Et en production bovine, malheureusement, on avait tendance à avoir ça chez certains prestataires. La même terrine de bœuf, pleine d'additifs, ça n'a aucun intérêt, quoi. Voilà. Non, ce n'est pas une question de qualité. Je ne critique pas la qualité de la viande, ni la qualité de la découpe. Mais c'est... Ça fait partie de la qualité de la découpe. Oui, mais le problème, c'est que beaucoup... Je ne sais pas s'il y a des gens qui vendent ici de la viande de bœuf directement de découpe. Mais ce que je voulais dire, c'est que le boucher, il a cette qualité supplémentaire de finition de produit. L'idée de faire par exemple des terrines avec les bas morceaux, les trucs comme ça, moi qui suis une adepte du bœuf aux carottes, eh ben j'ai beaucoup de mal à trouver du bœuf pour faire du bœuf aux carottes, pour faire des viandes mijotées, pour faire des choses comme ça. Sous prétexte qu'on le met en viande hachée et qu'on refile ça dans les écoles. Moi, je suis absolument contre ce système-là. C'est une tendance de consommation. Que voulez-vous, moi, les producteurs, s'ils gardent leur plat de côte dans leur caissette, ils ne vont pas le vendre, quoi, tout simplement. L'été, ils n'arrivent pas du tout à vendre. C'est une tendance. Vous avez les producteurs, ils vont aussi dans le sens de ce que leurs consommateurs attendent. Par contre, il y a des producteurs qui continuent à faire la caissette habituelle de 10 kg dans lequel on a à la fois du pot-au-feu, à la fois du bœuf à braiser et voilà, à mijoter. Pour moi, la qualité, elle a différentes formes. Il n'y a pas que la qualité gustative. La découpe, la qualité de la découpe fait partie, bien sûr, de la qualité, de ce que peut attendre un consommateur. Hein, la multiples formes de cette qualité. Oui, vous avez raison aussi au passage de mentionner cet aspect de saisonnalité. C'est sûr qu'on fait davantage cuire du petit salé ou du pot-au-feu l'hiver, c'est vrai. Alors un autre aspect qui est sous-jacent là, c'est le fait que comment on se parle entre consommateurs et producteurs, et tout ça dans l'optique aussi de circuits courts qui s'inscrivent dans la durée, qui sont solides. Et sans doute que l'existence de boutiques, par exemple, avec présence des paysans sur place à tour de rôle, ou bien dans certains cas des AMAP ou autres systèmes de panier, donne peut-être davantage d'occasions de dialogue que simplement la présence sur le marché où effectivement on peut choisir de ne plus acheter chez ce producteur parce qu'on trouve que le beurre était mal égoutté ou bien que le fromage n'était pas extra. Mais il n'y a pas vraiment d'instance de dialogue. Et peut-être que c'est un des facteurs qui fragilise dans la durée les circuits courts quand ils n'existent pas. Du côté des boutiques de Terre d'Envie, une question. Les statuts adoptés par les uns et les autres, c'est des SAS ou bien c'est des associations ou quoi? Ah oui, c'est super. Il y a tout type de structure. En fait, il n'y a pas de règles. Il y a des associations, des SAS, des SARL. Alors, il y a un peu un effet de mode. Pendant des années, c'était beaucoup des SARL. Et puis maintenant, on monte plus de SAS que de SARL. Il y a très peu, par contre, de GIE et peu de coopératives, qui sont des statuts jugés par les producteurs un peu trop restrictifs et trop encadrants. Voilà. Mais beaucoup d'associations SAS ou type SARL. J'ai une question. Ça reste une société par action simplifiée qui est effectivement jugée plus simple par ceux qui la pratiquent. Justement, par rapport à ça, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des spécificités qui sont liées à des boutiques plus rurales, c'est-à-dire des formes plus simples, plus allégées? Est-ce que vous avez des exemples comme ça? Sur le choix du statut juridique, non, pas du tout. En fait, ce qui va déterminer le statut juridique, c'est alors d'une part la vision que le groupe de producteurs a du magasin. Est-ce que c'est uniquement un outil de travail pour lui? Dans ce cas-là, ils vont plutôt choisir un type association. Ou est-ce que pour eux, c'est plus qu'un outil de travail avec derrière une volonté de valoriser le commerce qu'ils ont créé? Donc là, on se retrouve dans des statuts avec des parts sociales où on peut valoriser la part sociale. Et donc là, on va se retrouver plutôt dans des statuts type SAS ou SARL. Après, le choix entre une SARL ou une SAS, on va dire que ça dépend du centre de gestion qui accompagne le groupe de producteurs. Dans le Rhône, il n'y a que des SARL parce que les centres de gestion ne font que les SARL.
par exemple. Voilà. Et c'est là qu'il y a des effets de mode. Voilà. Donc il y a une étude juridique qui montre que la SAS est peut-être un petit peu plus adaptée que la SARL, puisque dans une SAS, on peut avoir un droit de regard sur les changements de gouvernance qu'il y a au sein des fermes qui sont associés au point de vente collectif, alors que dans une SARL, pas du tout. Si par exemple, il y a un GAEC qui est associé à un magasin et qui, au sein du GAEC, les associés changent et les nouveaux associés ne correspondent plus du tout à l'état d'esprit du groupe. En SARL, le groupe ne peut pas exclure, enfin, en tout cas, ce n'est pas une raison pour pouvoir exclure ce GAEC. En SAS, ils ont une porte de sortie par là. Voilà. Par contre, votre question n'était pas seulement sur les statuts, peut-être. Quand vous parliez de boutiques ou de circuits courts en rural. Si, les statuts faisaient partie, mais de oui, façon plus générale, plus largement. Oui, plus largement, est-ce qu'on a d'autres exemples de systèmes plus simples? Parce que c'est vrai qu'en milieu rural, on se pose la question de savoir la pertinence d'un magasin, d'un point de vente collectif, quoi. Après, on va dire le fondement d'un point de vente collectif, c'est un groupe d'agriculteurs qui commercialisent ensemble ces produits. On peut très bien avoir un point de vente collectif associé à une épicerie. Il n'y a pas de... je pense notamment dans le Rhône, à Bourg-de-Thizy, où il y a une boucherie qui s'est associée à un groupe de producteurs. Donc il y a d'un côté des producteurs qui vendent leurs produits ensemble et qui sont dans le même local que la boucherie. Donc il y a vraiment une association entre artisans et agriculteurs. En fait, le point de vente collectif, c'est simplement un mode de fonctionnement où on s'inscrit dans la remise directe et où les producteurs sont présents à la vente. Mais ils peuvent très bien être associés avec d'autres formes de commerce et s'adapter à ce qui se propose sur le territoire. Il n'y a pas de... il y a certainement plein de choses à inventer dans ce sens-là. C'est pas restrictif, il ne faut pas qu'il y ait que des agriculteurs. D'ailleurs, il y a même des artisans qui sont associés à des points de vente collectifs. Peut-être pour ajouter aussi, c'est que la SARL permet d'accéder aux subventions PCAE, parce que pas la SAS. C'est aussi dans les choix. PCAE, c'est quoi? C'est les aides européennes qui permettent les aides à la mise en place d'ateliers de transformation et de commercialisation pour la SARL, mais c'est pas possible pour la SAS. Voilà. En Rhône-Alpes aussi maintenant. Après, il a fallu expliquer, mais a priori, ça devient possible. Mais effectivement, il y a des fois, le choix du statut du point de vente dépend aussi des subventions attribuées. Allez-y, ce sera la dernière contribution. Bonjour. Du coup, j'ai une question par rapport à ça, les statuts, etc., et l'ouverture de ce type de structure vers quel type d'opérateur, parce que pourrait-on imaginer, par exemple, je rejoins la question de l'ancienne éleveuse, une structure point de vente qui associe des éleveurs et un boucher, par exemple. Bien sûr. C'est tout à fait envisageable. Ah oui, vous pouvez vous situer en 2 mots? Pardon. Stéphanie Duché-Yenao, Institut national de l'origine et de la qualité. J'interviendrai tout à l'heure à la 2e table ronde. Mais du coup, je suis aussi engagée dans une AMAP, etc. Et donc, voilà, et dans le PTCE du Clunisois. Je voulais savoir si le type de structure tel que vous avez présenté pouvait laisser la porte ouverte à d'autres opérateurs que des éleveurs ou des producteurs, parce qu'on parlait que de ça actuellement. Oui, bien sûr. Après, il existe des points de vente collectifs où ils ont embauché des bouchers de métier. Voilà, ou alors des ateliers de transformation. Alors soit ils travaillent sous forme de prestation de service, un boucher qualifié vient faire de la prestation de service pour les producteurs, soit il est carrément devient salarié d'un groupement d'agriculteurs ou du magasin. Enfin, il y a plein de types d'associations possibles, mais oui, c'est tout à fait envisageable. Au contraire, c'est même conseillé, parce qu'il vaut mieux que la viande soit découpée par un boucher de métier que par un producteur qui n'a pas de qualification professionnelle et qui ne sait pas faire. Enfin, il n'y a rien de tel pour rater une découpe. Et une vente. Une vente, c'est ça.
Merci. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui manquerait sur la restauration collective, effectivement, qui est un circuit qui s'est développé depuis une dizaine d'années. Pour moi, qui est important, parce que ça marque aussi nos consommateurs de demain, et on s'aperçoit qu'on a quand même un certain nombre d'enfants, collégiens, voire même après lycéens, qui n'ont jamais consommé un certain nombre de produits locaux de qualité. Moi, j'ai toujours... Alors, la première expérience en 2007 avec de la volaille de ferme. Vous voyez, vous faites manger à des collégiens un poulet qui a couru pendant 110-120 jours, alors qu'il a l'habitude de manger une volaille qui a 40 jours. Et c'est vrai que ça avait été pas une réussite, hein, c'était en Saône-et-Loire notamment. Voilà, donc on s'aperçoit qu'il faut peut-être voilà, dans nos cantines réintroduire ces produits pour qu'ils aiment les retrouver après, bien sûr, adultes. Hein. Il me semble que c'est important. Et puis malheureusement, alors je vais retomber sur un petit couplet réglementaire, notre réglementation a éloigné la table de nos enfants tous ces produits-là pendant voilà, une quarantaine d'années. Maintenant, il faut les faire revenir, quoi. Hein. Important aussi à avoir à l'esprit que restauration collective, c'est pas seulement la cantine. C'est aussi les résidences de personnes âgées, c'est aussi les repas portés à domicile. Certaines villes, maintenant, ont choisi d'avoir une politique du local, de l'achat local pour les repas portés par le CCAS ou bien pour les repas préparés pour les résidences de personnes âgées quand elles sont municipales. C'est pas toujours le cas, bien sûr. On pourrait... Ça émerge aussi, moi j'en suis témoin par quelques exemples en tout cas, du côté des résidences de personnes âgées, du secteur privé-privé, si on peut dire, privé entrepreneurial. Certains commencent à avoir ce souci aussi, pas seulement que ce soit à peu près bon à manger, mais que la provenance des aliments soit plus locale. Donc c'est sûr que le circuit court ou la proximité, comme vous avez dit tout à l'heure, a un long avenir, y compris avec des applications pour ici, en pensant à l'alimentation, parce que c'est le mot-clé aussi, l'alimentation dans le Brionnais lui-même, mais aussi l'alimentation dans les régions qui entourent le Brionnais. Voilà, donc une pause maintenant jusqu'à 11h30. On redémarre vraiment à 11h30 pour une deuxième table ronde. Merci.